Ça a été la période où, en fait, je me suis sorti de moi-même, j'ai mis mon attention vers l'extérieur pour apprendre les codes. Et donc, ça m'a appris à me déconnecter de moi-même et ça m'a appris à essayer de faire en sorte de rentrer dans le moule, quoi. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Et si la réponse à nos questions existentielles était finalement là, tout près de nous ? Pas dans le cabinet d'un psy, pas dans une retraite en silence, ni dans un massage à 4 mains, mais à 2 pas, ou un peu plus, de chez vous, dans la nature, et mieux encore, en forêt. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est vrai, il n'y a pas de thérapie miracle, et je vous le dis souvent ici. Bon, en revanche, Glenn de Laval, mon invité du jour, vous dira, et surtout vous démontrera combien la forêt, quand on sait l'écouter, quand on sait s'y connecter, a des vertus thérapeutiques. Celui qui est désormais coach en sylvothérapie le savait dès son plus jeune âge. Enfant, il en avait fait son terrain de jeu quotidien et puisait dans la forêt toute l'énergie et la créativité dont il avait besoin. Jusqu'à ce que la vie l'éloigne des arbres. Mais tout ça, je vous laisse le découvrir ces prochaines minutes. Bienvenue dans un épisode inspirant et exotique. Exotique, car lorsque nous avons enregistré, Glenn était tranquillement allongé sur le hamac d'une plage du Costa Rica. Avec Glenn, nous allons parler d'une enfance dans une communauté, de 3 métiers qui l'ont passionné et d'un cheminement parfois douloureux, mais finalement lumineux. Je suis très heureuse de vous annoncer le lancement d'une nouvelle session du programme à l'écoute de ma petite voix. Le principe ? Je vous embarque avec un petit groupe intime de participants et 4 thérapeutes entendus sur la petite voix pour transformer vos moments de vie inconfortables, voire de crise, en magnifiques opportunités pour rebondir, mieux vous connaître et plus vous autoriser à être vous-même. Cela vous intéresse ? Alors rendez-vous sur lapetitevoix.co/programme. À très bientôt. Bonjour Glenn, je suis très heureuse de te recevoir dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, donc, mon prénom c'est Glenn, Glenn de Laval. J'ai 48 ans. Je vis en forêt de Brocéliande, en Bretagne. Et puis, mon activité aujourd'hui, c'est une activité de coach, de thérapeute, de praticien en sylvothérapie humaniste et aussi d'enseignant. Donc, la sylvothérapie, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est la thérapie par les arbres et la forêt. Ok, on va longuement y revenir dans cet entretien. Mais avant de se lancer, juste une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous dire où tu es au moment où on se parle ? Alors actuellement, là tout de suite, je suis au Costa Rica. Je suis dans un hamac face à la mer des Caraïbes, sous les cocotiers. Et je suis arrivé ici il y a une semaine et je suis en route là pour un voyage initiatique qui va durer à peu près 3 mois. C'était juste pour faire baver un peu nos auditeurs et nos auditrices parce que au moment où on va diffuser l'épisode, on sera encore dans le froid de tout début janvier.
Donc voilà, ça va nous réchauffer un petit peu d'imaginer que toi, tu es dans ton hamac là au Costa Rica pendant qu'on échange. Glenn, pour commencer, on va parler de ton parcours parce que tu m'as dit quand on préparait cet entretien-là que tu avais eu presque 3 vies professionnelles. Donc, on va les reprendre dans l'ordre si tu veux bien. Je crois que tu étais dans un monde finalement pas très éloigné du mien aujourd'hui puisque tu as été ingénieur du son. Tout à fait. C'était Ok. ma première vie, mon premier métier. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ouais. Et c'était relié en fait à ma passion originelle, puisque quand j'étais tout gamin, mon rêve c'était d'être chanteur et guitariste dans un groupe de rock. Donc j'ai toujours été, la musique ça a toujours fait partie de ma vie en fait depuis que je suis tout gamin. Ouais, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me rend vivant. Ok. Quand tu dis que ça a été présent dans ta vie dès le départ, c'est quoi? Tes parents t'ont bercé de beaucoup de musique ou est-ce qu'ils étaient eux-mêmes dans ces métiers du son? Alors pas du tout, parce que ma mère était médecin et puis mon père était dans les énergies renouvelables à l'époque. Ok. Par contre, oui, ils écoutaient de la musique, mais ils n'étaient pas spécialement ni musiciens, ni forcément baignés dans ce milieu. Alors j'ai été un peu entouré de musiciens à une époque, quand j'étais gamin, parce que tout jeune, j'ai vécu une période de ma vie dans une communauté. Et dans cette communauté, c'est ce qu'on appelait un peu les communautés de hippies. Ah, ok. Et du coup, il y avait beaucoup de passages. Et je me souviens d'une époque, il y avait des Anglais qui venaient, qui avaient créé un groupe de rock sur place. Ça me fascinait, en tout cas, d'être entouré de ces personnes-là, de cette ambiance, cette atmosphère. Et ouais, attends, on est obligé de s'arrêter là-dessus quand même quelques minutes parce que c'est quand même peu commun. T'avais quel âge? C'était entre mes 3 et 9 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, pendant 6 ans, ouais. Et l'esprit, c'était du vivre ensemble. Ils avaient créé une SCI, ils avaient acheté un terrain de 20 hectares en pleine nature. Et puis, il y avait beaucoup de mouvements. Des gens qui Et ouais, venaient, qui repartaient. Nous, on était en fixe. On avait une petite partie, il y avait une grande longère et on vivait dans une partie de la longère. d'accord. Ok. Et donc, c'était une période où on vivait vraiment en harmonie avec notre environnement, hein, parce que il y avait le potager, il y avait mon père, il travaillait sur place. À l'époque, il fabriquait des bijoux. Est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu as connecté vraiment avec la nature? On va y revenir, mais étant dans la sylvothérapie aujourd'hui, est-ce que c'est là que ça a commencé? Ah ouais, complètement, ouais. Si tu veux, pendant cette période-là, moi, je vivais vraiment en harmonie avec l'environnement de la nature, hein. J'avais vraiment un terrain de jeu, du coup, qui était énorme. Et j'étais assez solitaire. J'avais la capacité de pouvoir partir comme ça, même une demi-journée ou une journée entière, dans la forêt, à côté, dans les champs. Enfin, voilà, j'étais un peu autonome, je me racontais mes histoires avec mon imaginaire très fertile. Et puis, naturellement, hein, je parlais avec tout ce qui m'entourait, que ce soit les arbres, les papillons, les oiseaux. J'avais créé ma petite bulle, mon petit monde dans lequel je me sentais à ma place. Et ça fait que très tôt, j'ai pris conscience en fait que la nature m'inspirait. Alors je me rappelle plus exactement à quel âge, mais je me souviens que très tôt, des fois on me demandait, tu sais, des fois on nous pose la question, toi tu crois en quoi, ou est-ce que tu es Ouais. affilié à une certaine religion, ou t'as la foi, des choses comme ça. Et à chaque fois, ce qui me venait quand je réfléchissais, je dis non, moi, tout ce qui est religion, etc., ça me parle pas. Par contre, la nature, ça me parle énormément. J'y crois énormément à la nature. Et je savais pas à quoi spécifiquement dans la nature je croyais, mais il y avait une espèce d'intuition comme ça qui me disait que dans la nature avait la capacité de pouvoir nous enseigner, nous accompagner, nous montrer le chemin, nous nourrir. En fait, la nature, elle est là pour nous permettre en fait de grandir et d'évoluer. En fait, voilà, j'avais déjà cette espèce de conscience. Ok, c'est intéressant. Et donc, ça, c'est grâce à cette enfance dans cette communauté. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu nous dis ça s'est arrêté à l'âge de 9 ans? Pourquoi ça s'est arrêté et comment? Effectivement, il y a eu un sacré tournant après, parce qu'en fait, ce qui a fait que ça a changé, c'est qu'on a déménagé. C'est ma mère, donc, qui avait fini ses études de médecine et puis qui a voulu s'installer en tant que médecin. Et du coup, c'était pas vraiment approprié cet environnement-là pour pouvoir se lancer dans sa nouvelle activité. Donc, on a déménagé, on s'est rapproché un peu d'une petite ville, hein, et du coup, on s'est retrouvé un peu en lotissement, on va dire, hein, mais là, du coup, dans cet endroit-là, moi, j'avais perdu en fait ces repères que j'avais, cette nature Oui. accessible librement autour de moi.
Tu pouvais plus aller te balader toute la journée dans les champs, quoi. Bah, c'est ça. Alors, il y a eu ça, et puis il y a eu l'école aussi, parce que l'école, ça a fait que ça a changé aussi mon style de vie au quotidien. C'était plus pareil. Je me retrouvais avec d'autres enfants. Et puis, pour le coup, là où ça a été difficile, c'est que c'était d'autres enfants qui n'ont pas du tout connu la même chose que ce que j'avais pu vivre. Ouais. Et du coup, ça a été difficile de créer des connexions. Je me souviens, ils parlaient beaucoup de ce qu'ils voyaient à la télé, etc. Moi, j'avais jamais connu la télé, j'avais jamais regardé la télé. Donc toi, tu t'es senti complètement décalé, quoi, quand tu as débarqué. Décalé à plusieurs niveaux, parce que par rapport à ce que toutes ces années précédentes que j'avais vécues, et puis de ma vision un peu de la vie à cette époque-là, moi j'arrivais un peu, tu vois, de cette communauté de hippies avec les cheveux un peu longs, des habits pas forcément à la mode, etc. Donc j'étais vite repéré, on va dire, dans la masse. Et puis je pense que tu sais ce que c'est quand on est à l'école et puis qu'on est un petit peu différent comme ça. En attendant, enfin moi en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est des critiques, des jugements, du rejet, un peu d'humiliation. Enfin voilà, ça dérange un peu, quoi. Oui, j'entends. En tout cas, ça a été un passage du coup difficile, quoi, pour le petit garçon que tu étais. Il y avait plein de deuil d'une belle vie d'avant à faire et une espèce quoi d'adaptation. Il fallait que tu rentres dans les nouvelles cases. Alors, je dirais même plus, c'était une suradaptation parce que non seulement le fait de vivre ça dans cet environnement-là, ça m'a fait croire que ce que je vivais n'était pas juste. Parce que vivant tout ce rejet-là, ça me montrait en fait que je pouvais pas vivre comme ça si je voulais être intégré. Donc du coup, j'ai cherché en fait à comprendre un peu les règles du jeu, comment il fallait faire pour être intégré, pour recevoir de la considération, pour être aimé, pour vivre des bons moments au niveau relationnel avec les autres. Ça a été la période où en fait je me suis sorti de moi-même, j'ai mis mon attention vers l'extérieur pour apprendre les codes, mais ça m'a appris à essayer de faire en sorte de rentrer dans le moule, quoi, et pouvoir offrir par la suite la possibilité de m'intégrer, d'avoir un job qui puisse me permettre de m'épanouir, quoi. Et ça a été le cas. Alors, je ne sais pas si ça t'a épanoui, mais en tout cas, tu as eu ce job puisque tu as été ingénieur du son, tu nous le disais, pendant une dizaine d'années. Ouais, alors c'était une histoire très marquante. C'est que à la sortie du bac, en fait, je savais pas du tout vers quoi m'orienter. Ouais. Et en fait, c'est un jour ma mère qui est venue me voir pour un échange et qui me disait tiens, mais j'ai eu un échange avec ta cousine. Elle m'a dit que tiens, toi, t'as la musique, Glenn, tu pourrais faire quelque chose avec la musique. Effectivement, j'avais la musique, j'avais créé un groupe pendant toute mon adolescence. Ma vie, c'était la musique, quoi. Mais je n'avais pas intégré que la musique pouvait être un métier. Parce que, tout simplement, c'était tellement plaisant, c'était tellement naturel, tellement épanouissant, que j'avais pas intégré que travailler, avoir un job, avoir un métier, ça pouvait être épanouissant. Ça pouvait pas être une passion. Il y avait une notion de contrainte, en fait, dans le travail. Voilà, c'est ça. Okay. C'est aussi parce que je voyais ma mère qui bossait en tant que médecin et qui bossait beaucoup, qui arrivait à la maison fatiguée. Je voyais bien qu'elle investissait beaucoup d'énergie dans son métier. Et puis, alors même si c'était un métier qui l'intéressait, en même temps, je voyais que ça lui prenait beaucoup d'énergie et la majeure partie de son temps, quoi. Et du coup, ça me faisait pas rêver comme modèle. Oui. Tu vois, c'est en ça que ça a fait un switch, parce que du coup, le fait que ma mère me parle de ça, ça a complètement changé mon paradigme. Et je me suis dit, waouh, en fait, là, ma mère est en train de me dire qu'elle m'autorise ou elle me permet de pouvoir faire un métier qui me permet de m'épanouir pleinement. Effectivement, quand je me suis lancé, elle m'a offert une école. Voilà, je me suis lancé dans cette première activité-là pendant une dizaine d'années et j'ai pu découvrir ce que c'était que, entre guillemets, travailler, mais sans avoir l'impression de travailler, parce que c'était tellement plaisant et tellement une passion que ça faisait que me nourrir, en fait, au quotidien. Mais c'est comme, j'ai envie de dire, comme toute passion, quand on est passionné par quelque chose, on est complètement absorbé, on voit pas le temps passer. Il n'y a pas cette contrainte liée au temps et au fait que ça ne nous nourrit pas, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je ne le vois que trop bien. Donc oui, ouais. Si, tu l'as bien résumé. Et donc, on comprend que déjà, dans ton premier job, tu as eu la chance de le vivre. Sauf que au bout d'une dizaine d'années, qu'est-ce qui se passe pour que
tu commences à t'interroger sur une reconversion? Alors, au bout d'une dizaine d'années, il y a eu la sensation. Donc, j'avais créé un studio d'enregistrement et dans ce studio, en fait, j'étais souvent enfermé, même si mon métier me passionnait. J'étais souvent enfermé et ça me manquait le lien avec l'extérieur. Mm. J'avais envie voilà, d'être plus en lien avec l'extérieur, la nature. Je sentais que ça me Ah, manquait. tu revenais à cette Et aspiration-là. ça s'est fait un peu tout seul, hein, tu sais, c'est pas Oui. quelque chose. Je me suis dit, bah tiens, j'ai pas réfléchi, en fait, c'est venu un peu naturellement. Et il y avait un autre aspect, c'était que j'avais l'élan de construire ma maison moi-même. Ah, Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que j'apprenne. Et en même temps, pourquoi en apprenant, ça pourrait pas être aussi un nouveau métier? ok, d'accord. Donc finalement, d'un projet perso qui était je construis ma maison tout seul, Ouais, tu t'es découvert un nouveau métier qui te permettait de sortir de ton studio et de reconnecter aux éléments et à la nature. Et en l'occurrence au bois, parce que si je dis pas de bêtises, tu es devenu charpentier. j'ai pris conscience en fait que la majeure partie des constructions écologiques partait d'une ossature bois. Et donc, du coup, je me suis formé en charpente, menuiserie, ossature bois. Puis je me suis lancé dans cette nouvelle activité de charpentier éco-bâtisseur. Tu avais quel âge à peu près à cette époque? 31 ans. D'accord. Donc, on voit bien que ce deuxième métier t'a rapproché de la nature et de cette aspiration que tu avais tout petit, mais on est encore un peu loin, je crois, sauf si tu le vivais dans ta vie personnelle, de la spiritualité, non? Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas spécialement, on va dire, investi dans la voie spirituelle, même dans la voie de développement personnel. J'ai toujours eu cette connexion à la nature dans le sens où, tu vois, j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Voilà, j'avais pas besoin de me forcer, que ça faisait partie de moi. Ouais. Après, c'est vrai que le développement personnel, la spiritualité, ça, c'est la vie qui m'a poussé vers ça parce que, bah, il y a un moment donné, en fait, pendant cette période-là, justement, où j'ai eu des périodes où j'ai commencé à avoir des moments un peu sombres où, Ah, tu vois, où j'étais un peu en mode dépression, mais sans mettre ces mots-là parce que j'ai jamais été traité pour ça, j'ai jamais été suivi pour ça. il y avait un vrai mal-être en tout cas. Ouais, c'est ça. C'était des périodes, en fait. Il y avait des périodes où je sentais que c'était un peu lourd, quoi. C'était un peu difficile. Je me posais des questions, mais sans trop savoir pourquoi je me posais ces questions-là. Et puis s'il y avait des réponses. Enfin bref, c'était des périodes où j'étais un peu perdu. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque pour essayer de trouver des réponses, justement? Alors j'ai été accompagné un peu Ok. par des psychothérapeutes en gestalt thérapie. Ouais. Voilà, où j'ai cherché un peu des réponses, cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait pour moi. C'était super intéressant dans le sens où je trouvais génial le fait d'apprendre à se connaître. Ouais. Et ça a même été une révélation parce que je me suis dit, mais en fait, mais c'est tout le monde qui devrait passer par Mais cette oui. étape-là. Pourquoi ça fait pas partie de notre chemin, en fait, Ouais. naturellement? Donc, en ça a été très aidant et très agréable en même temps. Ça m'a ouvert l'esprit, en fait. Hmm. En fait, ça m'a permis d'entrer en lien avec mon moi profond, quoi, quelque Ouais. part, pour m'indiquer qu'il y avait une autre voie possible, en fait. Alors du coup, quelle forme ça a pris? Est-ce que tu as continué à t'entourer? Est-ce que c'est à travers des lectures? Comment? Alors, en fait, ce qui m'a permis aussi d'avoir une certaine confiance, c'est que déjà, avant ça, je me rendais compte que j'étais énormément guidé. Ah, Dans le, dans le sens où, par exemple, tu vois, dans mon activité de charpentier, ben, il y avait des périodes de l'année où volontairement, je travaillais pas. En tout cas, je travaillais pas sur les chantiers extérieurs. Je travaillais sur ma maison à moi. Et à chaque fois que j'avais besoin de retravailler, j'avais juste à en faire la demande, faire la c'est pas demande, mal. je sais pas à qui, à l'univers, à la vie. Et hop, j'avais des appels, des chantiers qui arrivaient, des clients qui m'appelaient, etc. Il y avait un truc comme ça, un peu magique, qui se mettait en place. Et moi, à l'époque, j'appelais ça de la chance. Oui, Et en même temps, au fond de moi, je me disais, j'ai l'impression d'être accompagné. En fait, j'ai l'impression de ne pas ok. être seul en fait dans tout ça. Et à quel moment, du coup, cette intuition, cette petite voix va te reconnecter avec la nature et la forêt? Une première reconnexion, c'était avec moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire. Ah, Le premier bouquin dont je me souviens, c'était un bouquin sur l'enfant intérieur que j'ai trouvé fascinant, passionnant. À partir de là, j'ai pas décroché, quoi. Hein. hmm, J'ai enchaîné les lectures. Et alors là, ce qui est drôle, c'est
c'est de voir aussi comment toutes les lectures viennent toutes seules au fur et à mesure. Petit à petit, c'était plein de lectures là-dessus, développement personnel, psychologie, spiritualité, et puis jusqu'à arriver au chamanisme, en fait, qui a été Ok. l'étape qui a suivi, qui a été vraiment déterminante dans mon parcours. Et là, ça a pris quelle forme alors, ta rencontre avec le chamanisme? Bah, en fait, ça s'est passé d'abord donc avec un livre de Corinne Sombrin, bon, qui est assez connu aujourd'hui, qu'il était moins à l'époque, hein, parce que ça c'était en 2007-2008. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que quand je lisais ce livre, eh ben, je me rendais compte que dans les descriptions qu'elle faisait, dans les rencontres qu'elle avait avec Enke Tuya, la chamane qu'elle avait Oui, rencontrée en en Mongolie, Mongolie, ouais. quand elle rentrait en transe, qu'elle sentait son corps qui commençait à se transformer, etc. Ben, en fait, moi, je vivais la même chose en parallèle. Je sentais mon corps qui se mettait à trembler, j'avais des soubresauts dans mon corps, enfin voilà. En lisant Et le livre? ouais, Waouh! et tu vois, ça me faisait comme des frissons partout. Et là, je me disais, mais c'est quoi ce truc qui se passe là? C'est quand même étonnant. Bon, je me disais, bah, c'est peut-être que c'est juste que ça m'anime, quoi, que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu en moi, mais sans trop chercher à en savoir plus. Et puis, bah, j'ai lu plusieurs de ses bouquins, et puis en fait, ça me faisait la même chose, et puis c'était de plus en plus fort, et puis je me rendais compte que, Waouh! en fait, j'avais vraiment cet élan de me rapprocher d'elle, de me connecter à elle, de la rencontrer, d'échanger avec elle. Et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre parce que bah, à l'époque j'avais trouvé ses contacts, on avait pu échanger. Et puis ce qui se passait, c'est qu'au fond de moi, je me disais oh mais peut-être que j'ai un peu un truc comme ça moi aussi. Et en même temps, je me disais non mais attends, pour qui tu te prends j'étais incapable de pouvoir reconnaître ça en moi d'une certaine manière. Je Hmm. pense que j'avais une estime, un amour de moi-même qui était bah, un peu faible pour pouvoir Oui. m'autoriser à reconnaître ça. Et puis, bah, la vie étant bien faite, j'ai rencontré un chaman qui m'a proposé entre guillemets, de me prendre un peu sous son aile, Ouais. et puis qui proposait justement dans les mois qui suivaient un cursus d'initiation aux méthodes chamaniques qui allait durer 4 ans. Et puis en fait, bah, complètement spontanément, je me suis embarqué dans l'aventure avec lui sans me poser de questions, sans savoir si c'était bon pour moi ou pas. C'était vraiment un truc, tu vois, c'était le flow, quoi. Je me dis, ok, bah, L'évidence, ouais. L'élan. ouais, Ouais. complètement, ouais. Si tu veux, là où moi, ça m'a permis à nouveau de me sentir vivant. Ça m'a pleinement reconnecté à mon enfant intérieur. Hmm. En tout cas, à mon âme d'enfant. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, waouh, la vie, c'est un jeu. La vie, on peut s'amuser. On n'est plus dans un mode de je dois faire ci, il faut faire ça, tatati, tatata. C'est OK, en fonction de ce que je ressens là, de ce qui me traverse, de ce qui m'anime. Tiens, comment je pourrais interagir avec la vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais demander à la vie comme conseil, comme enseignement, comme invitation, qui va me permettre peut-être de me rapprocher d'autant plus de ce qui va être bon pour moi aujourd'hui, quelque chose Oui. dont je n'ai aucunement conscience, mais en même temps, je sais que ces mondes-là, eux savent, Oui. et que eux, ils peuvent nous accompagner. Et du coup, de pouvoir intégrer ça dans son quotidien, cette espèce de magie, bah, Ouais. ça rend la vie complètement différente, quoi. Et magique, du coup. Bah oui, ah, complètement. Il y a, Exactement. il y a un truc qui me vient à l'esprit en t'écoutant, Glenn, c'est que c'est déjà difficile, je trouve, quand on est une femme, d'apprendre à entendre ses émotions, s'y reconnecter et tout ça. Et quand je t'entends parler de l'enfant intérieur, ce qui me vient, c'est que comment c'est en tant qu'homme d'accéder à cette partie-là de soi qui est aussi reconnaître une forme de fragilité, peut-être aussi sa part d'émotion, sa part plus féminine, en fait, tu vois? Toi qui étais Ouais. charpentier, qui a l'air d'être grand, costaud et tout ça, comment on gère ça? Ça, pour être honnête, c'est que bah, j'ai découvert à un moment donné que je me reconnaissais dans le profil de l'hypersensible, Ah, de l'hyperempathe, etc. Donc, bah, ça fait partie de moi. oui. Du coup, cette sensibilité, c'est ma partie féminine, cette sensibilité profonde. Et oui, mais oui. Et ça fait que ça me permet d'être très en contact avec mes émotions. Ça me permet aussi, comme je suis très kinesthésique, bah, ces émotions, je les ressens beaucoup dans mon corps. Oui. Et en même temps, j'ai pu apprendre, intégrer, vivre que bah, toutes ces parties émotionnelles, c'est juste la vie qui se vit à travers mon corps et qui Hmm. m'enseigne, qui me montre le chemin. Et plutôt que de vouloir enlever tout ce qui ne va pas,
ce que j'avais pas compris avant et ce que je cherchais à faire, mais en même temps qui fonctionnait pas et qui faisait que c'était difficile. J'ai appris à l'apprivoiser, à l'intégrer et puis surtout à en retirer les enseignements. Qu'est-ce que la vie m'apprend à travers tous ces mouvements émotionnels? Intéressant. Donc, du coup, on évoquait tout à l'heure le chamanisme qui connecte à la nature et tout ça. Comment s'est fait ce dernier lien-là, maintenant que tu avais les deux pieds bien ancrés dans cette spiritualité, cette écoute de toi et tout ça, à quel moment ça t'a ramené aux arbres et à la forêt? Comme je vis en forêt de Brocéliande, en Bretagne, Ça aide déjà, oui. voilà, j'ai la chance d'avoir un beau terrain de jeu à côté de chez moi. J'ai eu envie de partager parce que, bon, là, on va pas forcément parler de tout ça, mais si tu veux, suite au chamanisme, je me suis formé à plein d'approches, dont la médecine chinoise. Enfin bref, j'ai eu plus de 15 ans de formation et ça continue, diverses et variées, qui soient des formations autour du soin, développement personnel, la méditation, etc. Enfin, plein de choses. Et à un moment donné, avec cette forêt, je me suis dit, mais tiens, comment je pourrais partager tout ce qui m'anime en forêt. Et à l'époque, en 2018, je me suis dit, je vais proposer quelque chose de simple, c'est-à-dire que j'appelais ça à l'époque, moi, des balades méditatives en forêt. Ce qui est drôle, c'est que c'est très intuitif. T'as pas entendu un jour parler de cette théorie de la sylvothérapie où c'est vraiment ton goût à toi que tu as eu envie d'exploiter à travers l'accompagnement. Ces balades méditatives, je les ai créées en fonction de ce que je trouvais qui m'avait le plus apporté à l'époque et que j'avais envie de partager avec les autres, un petit peu pour voir aussi ce que les autres allaient pouvoir vivre à travers ce que j'allais leur proposer. Parce que là, c'était la première fois que tu passais de l'autre côté, c'est-à-dire que on voit bien tout le cheminement que tu as fait, tout le travail que tu as fait sur toi pour apprendre à te connaître et à grandir. Est-ce que là, c'était la première fois que tu étais thérapeute ou en tout cas dans une approche thérapeutique? Non, avant, j'avais déjà proposé des accompagnements en coaching et je faisais aussi des soins chamaniques. Mais à un moment donné, si tu veux, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin, d'offrir quelque chose qui était encore plus personnel, quelque chose qui était encore plus approprié à ce que je sentais, qui faisait partie de moi et qui avait du sens. Et il y a une autre particularité dans ce que tu proposais à ce moment-là, et c'est ce que tu me disais quand on préparait notre entretien. Tu me disais, en fait, moi, je voulais pas travailler dans un cabinet, je voulais pas de cette modalité de travail-là. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais pas travailler dans un cabinet parce que déjà être enfermé dans un cabinet, ça me branche pas trop. Et en plus de ça, l'accompagnement one-to-one, c'est pas ce qui me plaisait le plus. J'avais envie d'accompagner en groupe parce que je trouvais que dans l'accompagnement de groupe, il y a quelque chose de puissant. J'observais que quand un groupe se réunit, souvent, il y a des effets de résonance qui se font entre les différents participants. C'est-à-dire que rien que déjà le fait de proposer de rassembler un groupe, il y a déjà un effet, entre guillemets, thérapeutique, évolutif. Donc, toi, tu voulais accompagner plutôt des groupes plutôt qu'en individuel, avec cette idée d'embarquer les personnes dans la forêt. Voilà. Donc, c'est ce que tu proposes aujourd'hui. Exactement. Et même si j'avais jamais entendu parler de la sylvothérapie, des bains de forêt à cette époque-là, c'est venu assez rapidement par la suite, par des lectures, des articles que j'ai eus dans des magazines, et où là, je me suis rendu compte en fait que ce que je proposais déjà, c'était ce qui était proposé dans l'approche de la sylvothérapie et des bains de forêt. Oui. Et comment ça se passe une séance? C'est quoi? C'est sur une journée entière? Comment ça se déroule? Il y a deux formats. Donc, il y a les formats accompagnement pour apprendre à communiquer avec les arbres, avec la forêt, comment poser des questions, comment accueillir ces messages profonds qui viennent souvent de l'inconscient, qui viennent de l'âme aussi. Donc voilà, il y a des stages comme ça sur une journée. Il y a des stages sur 2 jours qui sont un peu plus, on va dire, initiatiques pour apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir se ressourcer en profondeur, où il y a tout un parcours. C'est un peu du coaching, si tu veux, avec les arbres et la forêt. Donc, oui, parce que j'allais te dire, est-ce que la forêt peut nous apporter toutes ces réponses-là? Enfin, comment, tu vois, je ne sais pas, je m'assieds au pied d'un arbre et j'attends et les réponses arrivent? C'est un petit peu plus fin que ça, j'ai envie de dire, parce que… Heureusement. Non, mais dans le sens où, si tu veux, l'interaction avec la vie, ça se base sur le donner et le recevoir. Ça veut dire, c'est qu'est-ce que tu donnes à ton environnement qui fait que tu vas pouvoir recevoir quelque chose.
C'est-à-dire que si tu donnes quelque chose qui est relativement vide, potentiellement, tu vas recevoir quelque chose qui peut être relativement vide. Si tu donnes quelque chose qui est gorgé d'amour, gorgé de plein, de générosité, de bonnes intentions pour tout ce qui t'entoure, potentiellement, tu attires et tu vas recevoir ce genre de choses. Là, par exemple, c'est se mettre dans un certain état d'esprit, peut-être d'ailleurs dans une forme de méditation pour ouvrir son cœur et offrir ça aux éléments qui sont autour de nous, à la forêt. Mais tu sais, déjà, c'est de reconnaître que la forêt, les arbres, Oui, la nature a la capacité de pouvoir nous offrir tous ces enseignements. C'est déjà c'est d'y croire. ouais. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'état d'esprit est super important. Moi, je parle souvent de présence, de centrage, de pouvoir être pleinement à l'intérieur de soi, pleinement centré, pleinement dans son corps, avoir la possibilité de vivre cet état de pleine présence à soi, à son environnement. Et ça permet aussi déjà de se syntoniser avec l'énergie naturelle de la nature. Ouais. Et en se syntonisant avec cette énergie-là, c'est comme si on se connectait à cette énergie et qu'on permettait à cette énergie de pouvoir venir à nous. Et après, ça fonctionne avec, OK, c'est quoi les questions que je vais poser? Comment je vais recevoir ça? Et après, comment je les décrypte? Le langage de la nature est différent du langage des humains. C'est un langage qui est complètement différent et du coup, ça demande une capacité d'ouverture qui permet de... En fait, ça marche un peu sous la symbolique, les archétypes, etc., tu vois. Hmm. Il faut ouvrir une grande sensibilité, avoir une grande écoute aux éléments, presque à des signaux un peu faibles pour entendre ce que la nature a à nous délivrer. Il faut se rendre disponible. Il faut avoir les intentions qu'il faut, l'attention appropriée, se rendre disponible à recevoir, y croire, laisser venir, être au clair avec qu'est-ce qu'on a besoin de connaître et de savoir dans l'instant, et puis être prêt à recevoir. Donc, toi, ton rôle dans tout ça, c'est qu'à la fois, tu donnes un cadre de la guidance et du coaching, et en Ouais, même temps, réussir à laisser l'espace nécessaire pour que chacun y trouve sa place et son compte, en fait. exactement. Eh ben, Et les, et écoute, les, et les personnes ouais. en partant me disent ah ben je m'étais pas trompé. C'est exactement ça que j'étais venu chercher. Ah, c'est génial. Ouais, quand on écoute son élan, en général, on ne se trompe pas, hein. Et justement, et on conclura là-dessus, qu'est-ce que tu as vécu avec tes stagiaires? Est-ce qu'il se passe des choses particulières à l'issue des stages? Et, avec quoi repartent les personnes? Alors ça dépend de quel type de plus c'est long, plus les personnes repartent avec vraiment des transformations profondes. Ok, Je pense, tu vois, les formations, ça dure 5 jours, par exemple. Donc, 5 jours d'immersion dans la forêt, ça fait qu'il y a un vrai travail en profondeur qui peut opérer. ouais, Mais des fois, même avec des fois des séances, juste une journée, déjà, il y a des choses fortes aussi qui se vivent. Pour être honnête, il y a tellement en fait, c'est tellement vaste ce qui peut se passer, hein. Moi, je sais qu'au début, j'avais pas idée de tout ce que ça pouvait apporter, mais les personnes me rappelaient ou m'envoyaient des messages en me disant waouh, tu sais, suite à cette séance là, déjà, je- c'est vraiment autre chose qu'une simple balade en forêt, hein. Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, il se passe tellement de choses. En fait, si tu veux, c'est comme si cette expérience en forêt avec cette guidance permet de réaligner toutes ces parties de soi et permet hmm, de se recaler, se réharmoniser avec l'énergie de vie. Et en ok, fait, après c'est un processus qui peut durer plusieurs jours par la suite, qui fait que, par exemple, si on était dans un boulot où on était complètement à côté de la plaque, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que non, là, c'est plus possible. Je peux plus hmm, rester dans ce job. Faut vraiment que j'aille vers autre hmm, chose. Si j'étais dans une relation, je sais pas, de couple qui était toxique, voilà, là, j'en prends conscience que là, c'est plus possible. Je peux plus ne plus le voir et de faire semblant, de pas être honnête avec moi et de continuer à me forcer à vivre ça alors que je vois bien que c'est pas ouais. nourrissant et que ça me permet pas d'aller vers ce qui m'anime, vers ce qui me nourrit. C'est en même temps des prises de conscience et en même temps une énergie qui arrive à l'intérieur qui fait qu'on a ce qu'il faut pour passer à l'action et pour aller vers quelque chose qui est plus nourrissant. Et du coup, on voit bien, ça peut toucher toutes les sphères de notre vie, Ouais, suivant là où on a besoin d'aller un peu bosser, quoi. Pro, bah ouais, perso ou autre. Ok. Merci Glenn. Je te propose que l'on clôture ce premier entretien avec mes petites questions rituelles. La ouais. première, à laquelle tu as déjà un peu répondu, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Alors, si tu entends petite voix par intuition, Ouais, j'ai envie de dire que oui, et ça, c'est depuis toujours, mais sans trop m'en rendre compte. En fait, cette petite voix, cette guidance, tu sais, c'est un petit peu comme une part
Ouais, c'est un ange gardien en fait, un ange gardien qui est là et qui me dit bah tiens, va là, tiens, fais ça. Et puis ça se manifeste. Parce que petite voix, chez moi, ça se manifeste aussi dans le corps parfois. Ah, sous Ouais. quelle forme alors? Ben, des fois, ça me fait frissonner, Ok. ça me fait sursauter. Voilà, il y a des choses qui circulent dans le corps et qui me permettent de me dire, bah oui, là, tu es au bon endroit. Oui, là, c'est la bonne Hmm. réponse. Là, c'est ça qui est bon pour toi. C'est un bon vecteur en général, le corps de notre petite voix. On a pas mal parlé de lecture tout à l'heure, puisque c'est ce qui t'a permis de mettre un premier pied dans la spiritualité. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de nous conseiller en particulier? Il y en a un qui a quand même été assez révélateur sur plusieurs aspects. Ça a été le bouquin d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. J'ai mis du temps à l'intégrer et j'avoue que c'est pas encore 100% intégré. Et en même temps, je le trouve vraiment puissant, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux recommander. Et je pense que c'est à lire et à relire et à re-relire. Ouais, c'est ça, Parce c'est ça. je suis sûre qu'on ne le lit pas de la même manière à chaque fois. En tout cas, on y découvre à chaque fois des nouvelles choses. Alors, pareil, c'est un peu déjà dans ton activité, mais est-ce que toi, tu as un rituel bien-être quotidien que tu peux partager aussi avec nous? Bah, mon rituel bien-être quotidien, c'est déjà au réveil, je prends un temps de gratitude, de reconnaissance de tout ce que la vie m'apporte, de remercier pour tout ce que j'ai, tout ce qui est là, tout ce qui me nourrit. Et puis de prendre le temps le matin, de m'offrir un bon petit-déj, de prendre le temps de le vivre à mon rythme. Voilà, c'est ça C'est pas mal? mon petit... Ouais, c'est C'est un voilà, bon c'est quelque début. chose que... C'est ça. Ok. Et ma dernière question, Glenn, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureux? Alors, je dirais plutôt, pour être honnête, que je suis en chemin. Ok. Et Voilà. est-ce qu'on peut être heureux et en chemin? Bah écoute, après, là, tu sais, j'aurais envie de te demander, mais c'est quoi la définition d'être heureux? Ah bah alors là, franchement, c'est très personnel. Donc, dans ta définition à toi. Je pense que c'est parce que j'ai un côté encore un peu perfectionniste et qui m'invite à aller vers quelque chose. En fait, je sens que c'est bon pour moi de pas être 100% heureux aussi. Parce que Parce c'est que ça sinon, tu aussi. serais arrivé à destination et après, on Bah, risque c'est un de peu ça. s'ennuyer. Bah, c'est un peu ça. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Donc, je sens que c'est utile pour moi de pas l'être 100%, même s'il y a plein de choses qui sont très agréables à vivre et qui me permettent d'avoir beaucoup de satisfaction dans ma vie. Mais d'avoir cette petite graine derrière toujours qui est là pour m'inviter à affiner. Pour moi, ça me semble juste et bon. Ok. Eh ben, écoute, Glenn, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir non seulement la sylvothérapie, mais ton parcours pour arriver jusqu'à elle. Bah, c'était avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Eveline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.